La Fédération française d'études et de sport sous-marin, une fédération sportive au cœur de la nature et une vitamine bleue pour notre bien-être mental, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis IS et IES, bien sûr, de Sud Radio, non seulement nous allons aborder dans cette émission une façon ludique et singulière de découvrir nos territoires et nos territoires subaquatiques, mais en plus, excellente pour la santé et praticable avec nos enfants dès l'âge de 8 ans. Ce qu'on appelait autrefois la plongée sous-marine est aujourd'hui incluse à la Fédération française d'études et de sport sous-marin. Elle fait partie d'une quinzaine d'autres activités subaquatiques, car en eau salée, douce, en lac, en rivière, en piscine, en grotte, le terrain de jeu que compte notre pays est immense, et même au-delà. Parmi les 118 fédérations sportives de notre beau pays, la place de la FFESSM est singulière. Fondée en 1948, c'est une des plus anciennes de notre pays, et elle ne siège pas à Paris, tenez-vous bien, mais évidemment en bord de mer, à Marseille, plus près des Calanques que du métro Porte de Saint-Cloud. Voilà le secret de son développement. Mais surtout, elle associe à l'encadrement de ses nombreuses disciplines sportives de pointus travaux d'études, notamment sur la santé physique, mentale, l'environnement et la biodiversité subaquatique. Oui, chers amis, on savait qu'il y avait de multiples façons de faire du sport sous l'eau, soit en bouteille, en apnée, avec ou sans palme, en surface, en profondeur. Aujourd'hui, avec la FFESSM, et oui, c'est pas facile, nous sommes entrés dans une modernité audacieuse et décomplexée. Tir sur cible, match de hockey et bientôt même de rugby en apnée sous l'eau. Et même si vous venez dans un costume en écaille avec une queue palmée à la place des pieds, la fédération vous ouvrira ses portes. Une fédération pas comme les autres, qui traite de la santé mentale avec ou sans palme et qui compte aussi les poissons, c'est maintenant dans la France à découvrir. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et les ambassadeurs de la FFESSM, qui est quand même assez compliqué à dire, on va dire la fédération, la fédé, on dit la fédé. Ils sont autour de cette table, ils s'appellent Frédéric Di Meglio, président de la Fédération française d'études et de sport sous-marin, également médecin et chirurgien, auteur et photographe. Bonjour Frédéric. Bonjour Chris. On entend un petit bruit de bubule, ça calme et ça détend, on va expliquer pourquoi. Hein, tout à fait. Alors on peut le faire en apnée aussi, à ce moment-là il n'y a pas de bulle. Bien sûr, c'est vrai, mais on peut aussi se détendre sans bulle. Valérie Félix, vous êtes avec nous, vous êtes la trésorière générale adjointe et gestionnaire des commissions nationales à la Fédé. C'est ça. Bonjour, vous allez nous expliquer un peu comment fonctionne cette fédération aujourd'hui en France. Et Vincent Marant, vous êtes le responsable national du développement durable et environnement. Et on va aborder avec vous les relations du plongeur, de la fédération avec la nature et la biodiversité. Absolument. Bonjour Christophe, je le ferai avec grand plaisir parce que c'est une passion à partager. Ah bah, très bien. Et le but de cette émission, chers amis, c'est d'écouter cette émission jusqu'au bout et à la fin, d'aller plonger. De contacter. Combien il y a de clubs, Frédéric, en France? Il y a à peu près 2500 clubs. Voilà, donc 2500 clubs, on a le choix. On a le choix, et sur tous les territoires et en Outre-mer aussi. Parfait. Donc l'idée, c'est après cette émission d'aller tenter une petite plongée d'initiation. Hein. C'est pas compliqué, c'est pas difficile. Ça commence par un baptême. Un baptême. Il faut un certificat? Pour un baptême, il n'y a pas besoin de certificat médical. D'accord. Et ça dure combien de temps? Un baptême, ça dure à peu près 20 minutes. Ouais. On est pris par un moniteur qui s'occupe de nous sur le bateau. Et le moniteur, il a ses diplômes, il a tout? Et le moniteur, il a ses diplômes, il n'y a pas de problème. Et il s'occupe, donc c'est vraiment un pour un. D'accord. Et là, on va à combien de mètres? Alors, on est limité à 6 mètres, donc ça va être entre la surface et 6 mètres, en fonction de l'aisance de la personne, en fonction, je dirais, des conditions du moment. Et ça peut être en piscine, en eau vive, en mer? Ça peut être en piscine, en eau douce donc aussi, oui. Et aussi en mer bien sûr, puisque la finalité c'est la pleine nature. Absolument. Alors présentez-nous cette fédération, Frédéric, elle existe depuis 1948, c'est une des plus anciennes. Combien de licenciés? Alors on a à peu près 135 000 licenciés. Plus ce qu'on appelle nous des autres types de participation, 100 000 à peu près, qui sont on va dire des titres de découverte. C'est une fédération dont le siège national est sur Marseille, sur le Vieux-Port, depuis 1948. Quelle chance! Quelle chance, effectivement. C'est donc une des rares fédérations qui est délocalisée. Oui. D'autre part, c'est une fédération qui, je dirais, se vit par passion, par conviction, par vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis aussi par responsabilité sociétale, d'où des mots importants que vous avez utilisés tout à l'heure, le mot environnement et le mot aussi bien-être, dont on parlera, je dirais... La santé, parce que c'est aussi un exercice de santé que de faire de la plongée. Oui, alors on parle beaucoup de ce qu'on appelle de méditation de pleine conscience quand on fait de la plongée dans de bonnes conditions,
Alors, on peut le détailler maintenant ou plus tard. On va le détailler tout à l'heure. Oui, on va laisser la parole à Valérie Félix, trésorière générale adjointe et gestionnaire des commissions nationales. Valérie, présentez-nous toute la palette incroyable des activités subaquatiques. Toute la palette, vous voulez? La quinzaine, la dizaine. Évidemment, on a la plongée sous-marine, plongée scaphandre, qui est la plus connue et la plus... Ce qu'on appelle scaphandre, pour nos auditeurs, c'est pas avec le gros... Non. C'est juste qu'on a la bouteille qu'on a dans le dos avec le détendeur dans la bouche. D'accord. Et les palmes. Et les palmes et le masque. Voilà, c'est cet équipement-là. Il faut un couteau, non? Je voyais souvent de ça dans ma jeunesse. Ils avaient toujours des couteaux. Non, plus maintenant, c'est fini. C'est fini. Ouais. Pardon, excusez-moi. Certains l'ont encore, mais pas tout le monde. Donc la plongée. La plongée, l'apnée. D'accord. Donc c'est bien connu aussi du grand public. La nage avec palme, qui est un peu moins connue, mais qui est très développée aussi, en piscine et en milieu naturel. On a le hockey, vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, le hockey subaquatique en piscine. On en parlera, mais c'est un peu fou quand même. Hein. Ah oui, il y a des férus, des mordus de hockey subaquatique. Et Frédéric me disait au cours du déjeuner que ça existe depuis 40 ans. Oui, depuis très longtemps. Et oui. Personne, enfin moi je connais pas de gens, j'en ai parlé autour de moi, ils me disent ah bon t'es sûr, c'est du hockey sous l'eau, mais rapprochez-vous de la fédération les gars. un palais sous l'eau et puis petite crosse et ils vont marquer des buts. Et en apnée. Et avec, il n'y a pas de bouteille, non forcément. Non, en apnée. D'accord. Donc il y a la neve aussi, ben voilà, je bafouille. La nage en eau vive. La nage en eau vive, merci Fred. La nage en eau vive, qui ressemble un peu au canot-kayak, qui se fait en rivière, essentiellement. Mais alors pour le coup, on est immergé dans l'eau avec un flotteur et des palmes. Ok. Voilà, la petite différence avec le canot-kayak, mais c'est à peu près les mêmes endroits de pratique. On a de l'orientation subaquatique, donc là c'est un peu plus technique. On est sous l'eau et il faut faire un petit parcours, gagner des points précis avec une boussole ou voilà. Il y a un côté ludique. Hein. Toujours. Très souvent ludique. C'est le plaisir. On parle de plongée de loisir. Hein. On n'est pas dans un esprit de compétition. On est dans un esprit d'observation, de contact avec la nature, de relation, d'écoute de soi aussi, beaucoup. Essentiellement. On a trois activités de sport de haut niveau. La nage avec palme, le hockey et l'apnée. Mais tout le reste, ce sont des activités essentiellement de plaisir. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de triton et de sirène? Sirène et triton. On a peur de rien, la fédération? On a peur de rien. Non, c'est une mode qui vient essentiellement une activité plutôt qu'une mode qui vient des États-Unis. D'accord. Et qui a pris en France? Qui a pris, qui commence à prendre. Il y a quelques clubs où il y a l'activité sirène et triton. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à nager, se déplacer avec un costume, avec une queue de sirène. Vous avez essayé, Frédéric, non? Alors, j'ai pas essayé, mais on voit bien. Je vous verrai bien. Dans la queue de sirène, c'est la palme. Ah oui. Et c'est effectivement ce qui fait l'unité de nos activités subaquatiques, c'est l'utilisation d'une palme. D'accord. Et effectivement, les sirènes, elles ont une queue qui se termine en palme. Alors, ils nagent comme les dauphins. Comme les dauphins. Voilà, c'est la nage du dauphin. Vous avez essayé? Non, j'ai pas essayé. Mais la nage avec palme, dans la nage avec palme, il y a la monopalme. Il y a la monopalme. Et dans l'apnée, pareil. Ça se fait encore la monopalme, ça? Beaucoup. C'est une des nages les plus pratiquées en apnée et en nage avec palme, avec une très grosse performance de vitesse. D'accord. Donc un très bon rendement pour les sportifs. Ouais. On a le tir sur cible aussi qui est en piscine. Ça, c'est génial. Ça, c'est bien. Ouais. En apnée aussi? Forcément. Ouais, on se met au fond avec une cible à quelques mètres. Combien? 3, 4 mètres, 5 cibles? Ouais, c'est entre 3 et 5 mètres. Entre 3 et 5 mètres. Et on tire avec quoi? Une arbalète. Ok. On se pose au fond, il y a des ventouses posées au fond de la piscine. On s'accroche et on tire, on vise la cible. Ok, parfait. C'est des activités incroyablement agréables à faire. Agréables et très variées. D'accord. Il y a une panel d'activités très variées. Après ça, on a aussi la pêche sous-marine, donc pour le coup qui se rapproche un peu de l'extension. La photo vidéo. La photo vidéo. Et ça, Frédéric nous en parlera parce qu'il a été champion du monde. De photos. 3 fois. Grand photographe. Grand photographe devant l'éternel. Ouais. Et c'est grâce à tous nos photographes en partie que vous avez droit à toutes ces belles images des fonds sous-marins et de tous nos beaux poissons. Absolument.
Justement, Vincent Marant, vous qui êtes responsable national du développement durable et de l'environnement, est-ce qu'on peut dire que les plongeurs, bon, on vient plonger pour se détendre, pour observer la nature, mais ils sont les premiers lanceurs d'alerte. Est-ce que vous avez des retours souvent? Absolument, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a relativement peu de scientifiques dont le métier est de passer du temps sous l'eau pour observer. Et en plus, on a un fabuleux littoral, hein, autant Atlantique que Méditerranée. Donc, dans notre fédération, il y a une activité. Tout à l'heure, vous avez parlé de terrain de jeu. C'est une activité de découverte. C'est une chasse au trésor à chaque fois. C'est-à-dire qu'à 80%, les plongeurs qui sortent de l'eau vont parler de ce qu'ils ont observé. Et petit à petit est apparu chez nous l'envie de devenir un peu plus pointu dans nos observations, parce qu'on a envie de mettre un nom d'abord, d'observer les comportements. Et puis on s'est rendu compte qu'il y a des milieux qui évoluent avec les changements climatiques. Et on voit des espèces en Bretagne qui autrefois n'existaient que dans le sud du golfe de Gascogne. On voit parfois les effets des pollutions, malheureusement. Alors on est là comme lanceur d'alerte, hein, c'est l'expression que vous avez employée. Tout le monde sait que sur les côtes de Bretagne, il y a des algues qui sont échouées parce qu'on peut les voir en se promenant le long du rivage. Mais nous avons vraiment les yeux sous l'eau et on peut voir d'autres transformations, positives ou négatives. Alors négatives, voilà, on est lanceur d'alerte. Positive, on va aussi dire, le milieu s'améliore et tant mieux. Voilà ce qu'il faut faire avec les parcs marins. Donc nous avons ce rôle de vigie sous-marine. On va faire une petite pause. Je sais qu'on m'avait dit, Vincent, il faut l'arrêter. On va faire une petite pause. On va parler de cette action positive de la Fédération dans un instant, dans cette émission consacrée à la Fédération française d'études et de sport sous-marin. À tout de suite. La Fédération française d'études et de sport sous-marin, une fédération sportive au cœur de la nature et une vitamine bleue pour notre bien-être mental, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Et oui, on en parle de cette vitamine bleue pour le bien-être mental et physique avec Frédéric Dimiglio, qui est président de la Fédération française d'études et de sport sous-marin, qui est aussi médecin, chirurgien, auteur, photographe et un amoureux de la mer, on peut dire, hein, enfin du subaquatique. Vincent Marant est avec nous, il est responsable national du développement durable et passionné aussi, on l'a vu, et de l'environnement. Et puis nous sommes aussi avec Valérie Félix, trésorière générale adjointe et gestionnaire des commissions nationales à la fédération. Sur la FFESSM, qu'est-ce qu'il y a dans l'ADN de la fédération? Alors je dirais que il y a le mot études, oui. Fédération française d'études. Qui est assez surprenant dans le titre. Qui est surprenant, qui est la seule fédération sportive à avoir cette dénomination. C'est quelque chose qui est lié au fait, au départ, il y avait la volonté des clubs de participer à la progression, à la sensibilisation. C'est dans l'ADN de notre fédération, je dirais la sensibilisation, l'observation et la découverte de l'environnement. D'accord. Donc c'est une des raisons fondamentales. Et ça s'est développé, je dirais, ces dernières années. Bon, en particulier, moi, j'avais une forte volonté, étant scientifique de formation, de développer toute la partie santé et bien-être qu'apporte la plongée. Ça, on va en parler, c'est très important. Et on fait donc pas mal de travaux actuellement dessus qui permettent en 2 mots, la plongée est une arme anti-burnout, en quelque sorte, anti-stress. Absolument. Je crois que ça, c'est important. Ouais. C'est vrai que ça fait baisser le stress, déjà chimiquement. Dans le sang, le cortisol est réduit. Alors, il n'y a pas que le cortisol. C'est-à-dire qu'on sait que la plongée a probablement des effets au niveau de ce qu'on appelle du système limbique. Le système limbique, c'est le cerveau intermédiaire entre le cortex, qui est la zone forte, hein, la zone de la concentration, de la conscience, le cerveau reptilien qui est le tronc cérébral, et au milieu il y a le cerveau limbique, il y a l'hippocampe. Les gens savent à peu près ce qu'est l'hippocampe, mais il y a probablement des actions qui se passent à ce niveau-là, et il y a des probablement, je dirais, à la fois la pratique du sport, activité sportive, maintenant on sait que c'est mieux qu'un médicament. Deuxièmement, la pratique de pleine nature et le contact avec la biodiversité dont va parler beaucoup Vincent. C'est important parce que ce contact avec la biodiversité apporte des éléments positifs au niveau de ce système limbique. Troisièmement, il y a l'effet de l'immersion dans un milieu aquatique, hein, avec la réviviscence de l'environnement fœtal. Et donc tous ces éléments vont favoriser ce qu'on appelle une situation de pleine conscience. C'est-à-dire je suis dans l'instant présent. Je suis pas dans le passé, je suis pas dans le futur, je suis sur le moment présent et j'ai une cohérence qu'on appelle respiratoire. C'est-à-dire que ma respiration s'adapte comme ça se passe en relaxation.
C'est-à-dire en relaxation, on vous demande de faire une inspiration un peu profonde et de conscientiser votre expiration. C'est ce qui se passe en plongée. L'inspiration spontanément est un peu plus profonde. C'est l'hyperbarie, c'est-à-dire l'effet de la pression. Et on doit conscientiser son expiration. Et cette prise de conscience de l'expiration avec un instant, je dirais, d'être en contact avec la pleine nature permet de faire ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Mais c'est clairement de la méditation. C'est presque un exercice yogi. On est en phase, on est en vibration avec la nature. Oui. Alors, dans des cas concrets, ça a été utilisé dans des stress post-traumatiques, en particulier les post-attentats du Bataclan, pour justement, je dirais, aider ces personnes à émerger de ce stress qui était totalement polarisant dans leur vie. Et il y a eu des effets bénéfiques. D'accord. Vincent Marant, vous qui êtes responsable national du développement durable et de l'environnement à la Fédé, quelles sont les sciences participatives qui, peut-être pas au quotidien, mais enfin de semaine en semaine, de mois en mois, viennent alimenter les études de la Fédération? Alors ces sciences participatives sont Doris d'une part et Chromis, le petit frère d'autre part. Alors elles sont apparues tout d'abord sous la forme d'un outil pédagogique parce que nous enseignons aux plongeurs à se comporter correctement dans le milieu. Donc je ne sais pas si on en parle maintenant ou si on y reviendra par la suite. Parlons-en maintenant, la façon dont on se comporte dans le milieu. Eh bien... on doit se comporter. Voilà. Au départ, la plongée, est issu d'un monde, on pourrait presque dire militaire, c'était l'homme en noir, c'était macho, c'était assez peu féminisé, et puis voilà, on plongeait, on y allait franco, et petit à petit, il est apparu que le monde sous-marin dans lequel on évolue, possède une certaine fragilité, il faut y prendre garde, il ne faut pas se mettre à genoux dans les Posidonies pour faire les exercices. Si on s'approche des tombants, les tombants, ce sont les falaises sous-marines, qui sont d'une grande beauté, avec du corail, des éponges, des gorgones, c'est fabuleusement beau, mais c'est très fragile. Alors si on s'en approche, il faut le faire avec soin et ne pas palmer dans ces animaux fragiles. Et on ne touche pas. Et on ne touche pas. On ne touche qu'avec les yeux, on ne remonte que des photos et des bons souvenirs. Et donc, un peu à la fois, il est apparu cette nécessité d'enseigner cette dimension de précaution. Et puis aussi, c'est une évidence, on voit des poissons, on voit des invertébrés, on veut leur mettre un nom. Et c'était il y a quelques dizaines d'années, on a créé une valise de diapositives pour ceux qui ont connu l'argentique. Donc ces diapositives que l'on projetait entre nous pour former les moniteurs. Mais fort heureusement est apparu avec les années 2000, le numérique, cette facilité de prendre des photos, parce que maintenant on peut prendre énormément de photos grâce aux appareils numériques sous l'eau, et puis la facilité de partager ça. Et donc on a créé un outil qui s'appelait Doris, pour mettre le maximum de photos pour un maximum d'espèces. Et un jour, donc ça c'était en 2004, et en 2006 le site était en ligne, en 2008 les scientifiques ont vu que tout le travail qui avait été fait par des bénévoles passionnés qui voulaient vraiment faire quelque chose qui soit scientifiquement irréprochable, mais lisible par le grand public, eh bien ces bénévoles de la fédération, de la commission biologie de la fédération, ils avaient fait un travail de grande qualité. Et les scientifiques se sont dit, nom d'un chien, vous avez fait un travail que nous, on aimerait bien faire, mais on n'a pas les moyens que vous avez, vous les amateurs, vous les milliers de plongeurs de la Fédé. Et cette dimension d'outils pédagogiques a pris une deuxième dimension, c'est devenu un site inventaire et nous avons signé en 2012 un partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle. Donc Combien de poissons et d'espèces on voit sur Doris ? Alors, il y a actuellement 5400 fiches illustrées par 31 000 photos. Et il faut savoir que ça intéressait beaucoup les scientifiques parce que pour chaque photo, il y a la date, la profondeur, le lieu, le nom du photographe, et donc c'est quelque chose qui permet un référencement extrêmement précis. C'est sourcé, oui. Absolument, et ça a une valeur scientifique. Et donc le muséum s'y est intéressé, d'autres universités étrangères, des grands sites de référence pour le monde marin ont voulu faire des partenariats, des liens entre Doris et d'autres institutions. C'est ça, Frédéric Desmégliou, une des vocations de la Fédération, c'est aussi ça, c'est l'étude du milieu marin et sa protection. C'est l'étude du milieu marin et sa protection. Alors, Vincent l'a pas dit, mais une chose importante, c'est qu'on est le deuxième contributeur au niveau de l'inventaire national du patrimoine naturel. Le premier étant les oiseaux. C'est important. Ah oui, C'est-à-dire que ça traduit qu'on participe à la connaissance, je dirais, des milieux, des écosystèmes et des espèces. Je crois que ça, c'est un élément qui reste clé. Autre chose importante, c'est que l'équipe avec laquelle je suis, depuis 2021, on a obtenu en 2021, de la part de l'Office français de la biodiversité, le titre de partenaire engagé pour la nature.
on est la première fédération sportive à avoir été reconnue. Alors, en raison d'un passé dont les racines prenaient en particulier au moment du Grenelle de la mer. On est au niveau de l'Union internationale de conservation de la nature, membre de droit depuis 2022. Tout ça, ça montre bien notre positionnement dans cette sensibilisation du grand public. Et dans la protection de la nature et de la prise en compte de la biodiversité. Ouais, tout à fait. Je crois que Vincent veut rajouter un truc. Oui, parce que pour prolonger ce que Frédéric disait, le petit frère de Doris qui s'appelle Chromis, c'est un carnet de plongée naturaliste. C'est-à-dire qu'on a toujours eu, comme les montagnards ont un carnet de course, les plongeurs ont un carnet de plongée. Donc au départ, c'était le papier, le stylo. Mais justement, avec la force du numérique, ce carnet de plongée peut être complété maintenant avec des photos. Et il est très aisé pour un plongeur de cocher en ligne les espèces qu'il a vues, et ça remonte au muséum, et de cette manière-là, effectivement, nous sommes devenus un contributeur très important, puisque 2300 carnets de plongée ont été ouverts, avec 100 000 plongées recensées sur 6 000 sites de plongée. Il faut savoir qu'un énorme travail a été fait pour recenser à l'échelle de la... Chacun peut être contributeur. Complètement. Et même... cette structure est ouverte aux non-plongeurs. Les gens on parlera peut-être de la randonnée subaquatique, qui est une activité ouverte vers les familles. C'est très économique. On peut faire ça d'une manière très facile, juste avec pas le masque et tuba. Donc, pas besoin d'un gros scaphandre de plongée. Voilà. Donc, que l'on soit au bord du rivage, juste la tête dans l'eau ou en plongée, nous sommes tous des observateurs de la nature et toutes nos observations peuvent remonter au muséum. Très bien. On va faire une pause, chers amis. On va continuer à découvrir ce monde subaquatique en France et aussi un petit peu dans le monde. Comment on le protège, comment on le documente avec nos amis de la Fédération française des sports. Je ne l'ai jamais. D'études et de sports sous-marins. Très bien. Merci Valérie. Vous êtes là avec moi. À tout de suite. La Fédération française d'études et de sports sous-marins, une fédération sportive au cœur de la nature et une vitamine bleue pour notre bien-être mental, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Nous sommes avec la Fédération française d'études et de sports sous-marins et son président, Frédéric Dimeglio, est avec nous. Il est médecin, chirurgien, auteur et photographe et triple champion du monde de photo aussi, quand même, on peut le dire. Hein. C'est pas mal. Hein. Oui, tout à fait. Alors, c'est une activité à la fois sportive et culturelle, la prise de vue sous-marine. Et il y a donc des championnats de France, des championnats aussi mondiaux. Et j'ai eu l'occasion pendant 10 ans de faire de la compétition à très très haut niveau, de représenter 3 fois la France et d'avoir 3 titres de champion du monde. Nous échangeons avec un champion du monde. Et le dernier était à La Réunion. Alors le dernier championnat de France était il y a moins d'un mois à La Réunion. Et vous avez gagné où, vous, dans quelle région? Alors moi j'ai gagné la première fois, c'était à Ustica en Italie. Ouais. En Sicile. Deuxièmement, c'était à Cuba. Et troisièmement, en Corée. Et vous vous souvenez de ce que vous avez pris en photo? Oui, tout à fait. Et vous savez, les grandes images, elles nous marquent. Je dis souvent, c'est à chaque image importante son histoire. D'accord. Valérie Félix est avec nous aussi. Vous êtes trésorière générale adjointe et gestionnaire des commissions nationales à la Fédération. Oui. Les commissions nationales, ça sert à quoi? Les commissions, ça sert à quoi? Ça sert à organiser l'activité. D'accord. À former les moniteurs, très bien. Créer les cursus. Combien on en forme par an? Des moniteurs, bonne question, toute discipline confondue. C'est 10 000. C'est 10 000, hein. J'aurais dit 10 000 moniteurs par an de formés. C'est beaucoup quand même, hein. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. On a énormément de bénévoles, enfin ce ne sont que des bénévoles, et on a énormément de bénévoles qui ont envie de partager leur activité, leur passion, et du coup qui s'engagent dans le monitorat pour pouvoir former d'autres plongeurs ou suivant l'activité à laquelle ils pratiquent et partager cette passion. Donc c'est vraiment une activité de passion. Je suis auditeur ou auditrice, je veux me former, j'appelle la Fédé? Alors, mon club. Le plus simple, c'est le club qui est à côté de chez vous. On a, comme disait Frédéric tout à l'heure, on a 2500 clubs en France. D'accord. Donc il y en a partout sur le territoire. Donc il suffit d'appeler le club à côté de chez vous et puis se renseigner, savoir quelle activité ils proposent. Tous ne font pas toutes nos 15 activités, mais la plongée essentiellement partout, de l'apnée beaucoup, de la nage avec palme, de la photo, il y en a aussi beaucoup, un peu partout. Enfin, renseignez-vous. Après ça, vous allez vous inscrire au club avec un petit certificat médical quand même. Oui. Et puis vous prenez une licence, une adhésion au club. Et puis vous combien la licence à l'année? 48 €. 48 € pour l'année. Pour l'année. Ça va. Ça va. Ça permet de faire un grand panel d'activités. Par mois. C'est pas énorme. Non, ça va. Non. Ça reste quelque chose de tout à fait
acceptable. Et est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui plongent? On est de plus en plus nombreuses. Ça, c'est important. C'est important. Parce qu'au début, comme l'a dit Vincent, c'était que des mecs. Hein. C'était une activité très masculine. Très homme. Ouais, très masculine, avec... et pourtant, ce sont des valeurs qui correspondent plus au féminin, je trouve. Mais oui. Tout à fait. L'observation, l'écoute de la nature, la connexion. Le lâcher-prise. C'est des valeurs féminines, mais... Allez-y les filles, allez plonger. Mais il faut venir. En 3 ans, de 2021 à 2025, là, on est passé de 31% de femmes, de féminines, à 34%. Ah, ça augmente. Tout simplement, alors moi qui suis aussi quelqu'un qui suis très axé sur la communication et l'image, rien qu'en mettant des images essentiellement de femmes, de jeunes, on rajeunit. Et c'est les femmes qui rajeunissent la fédération. On a effectivement, donc on a augmenté le pourcentage des femmes et on a réduit aussi, on avait à peu près, l'âge moyen du licencié était assez âgé, 45 ans. Ah oui. On est passé à 41 ans en 3-4 ans. Ouais. Donc ça traduit bien que on peut, par l'image, par des émissions comme Sud Radio, intervenir dessus et faire évoluer les choses. Continuons. Et en plus, on a augmenté le nombre de nos licenciés. Donc, ce n'est pas une baisse de licenciés qui a fait que les femmes sont plus nombreuses. C'est bien de le préciser. C'est important quand même. Vincent Marant, on parlait tout à l'heure des carnets de plongée. Les carnets de plongée, n'importe qui peut en faire un, le remplir, vous le renvoyez? Alors, il ne faut pas nous le renvoyer puisqu'il est en ligne. Il est en ligne. Et simplement, une fois sur Doris. Alors, c'est sur le site de la Fédé, mais il est en lien avec Doris parce que quelqu'un qui va hésiter, il faut savoir que c'est assez subtil parfois la reconnaissance des espèces, et celui qui va hésiter entre 2 ou 3 espèces de poissons, il n'est pas très certain de celui qu'il a vu, eh bien il va cliquer sur un petit lien qui lui permettra de faire la comparaison des 3 espèces et il pourra dire « Ah, c'est celui-là que j'ai vu ». Et après c'est validé par un scientifique? Et bien justement, vous avez tout à fait raison, c'est une étape drôlement importante, c'est l'étape de validation, c'est-à-dire qu'avant que ça parvienne à nos muséums, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur qui a été faite, que tout soit cohérent, et cette étape de validation est vraiment fondamentale et nécessite un investissement des bénévoles qui est vraiment important. Et donc chaque contributeur peut se retrouver au muséum. Son nom peut être cité. Ça, c'était un truc qui était important. Pour Doris, d'une part, pour Chromis aussi. Nous, on voulait avoir un maximum de photos. Et voilà, il est important de rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a un petit défaut du numérique de tout ce qui est en ligne, c'est que les photos, elles peuvent être piquées et voyager, partir ailleurs. On a voulu simplement incruster le copyright. Oui, voilà, il y aura Christophe Jiquel, le petit site copyright, doris.ffessm.fr. Sur la seule tachetée que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Sur cette fabuleuse seule tachetée dont on pourra encore reparler tout à l'heure. Et c'est-à-dire que, les photographes, du coup, on se sont rendu compte qu'on respectait leur travail, de la même manière que les rédacteurs aussi. Finalement, une fiche Doris ressemble à une publication scientifique. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui a été fait, validé par des pairs, validé par des scientifiques le plus souvent possible. Et ensuite, il y a un petit cartouche dans lequel il y a le nom du rédacteur, du doridien, le responsable régional qui l'a accompagné, et des valideurs. Et ainsi, on rend à chacun le travail qu'il a entrepris. Et pour tous les amoureux de la nature, Frédéric Di Meglio, vous avez envie de leur lancer un appel pour ces carnets de plongée qui coûtent un peu cher. Oui, je fais peut-être un appel à mécénat pour pouvoir nous aider à mieux développer le carnet de plongée. Surtout qu'il faut savoir que notre fédération, sur le plan financier, ne vit de ses licences et des adhésions de clubs, et donc des adhésions des licenciés. On n'a que 5% de la part de l'État. Donc on voit bien qu'on a une autonomie de fonctionnement. Et dès qu'on veut créer... Ça a baissé ou pas? Pardon? Ça a baissé? C'est un peu baissé, mais bon, c'est une logique post-Covid, et puis on connaît bien les finances de la France actuellement. Et donc effectivement, quand on cherche à développer des produits, tels qu'effectivement le carnet de plongée qu'on a développé déjà depuis plusieurs années, mais là on est sur une version mobile qui est en train de se finaliser. Et effectivement, je fais un appel à mécénat. Donc effectivement, alors le site de la fédération, c'est www.f, il y a 2 F, n'oubliez pas. Oui, toujours. Et puis il y a ensuite un E pour études et SS pour sous-marin, sport sous-marin. Et on ne pourrait pas dire subaquatique, on ne pourrait pas changer, non? Alors pour l'instant, on n'a pas changé. Bon, il faut garder sous-marin. Alors, dans l'importance d'ailleurs du mot études et sport sous-marin, j'ai assisté moi à 2 assemblées générales nationales depuis quand même plus de 30 ans que je suis au cœur de la fédération, où il avait été envisagé de
possibilité de changer, Fédération française de plongée. Oui. Assez court, c'est facile sur le plan médiatique. Refus de la part de la plupart des clubs, parce que le mot étude et le mot sport, dans sa globalité, et dans, je dirais, cette multiplicité, a de l'importance au sein de notre écosystème du monde subaquatique. Alors parlons de cet écosystème. Qui veut prendre la parole sur comment il va, quelle est sa santé, dans les calanques déjà, à Marseille, est-ce qu'il va mieux? Alors, ça va beaucoup mieux. Vous le voyez à quoi, ça? Alors, moi, j'habite à côté de Marseille, à Cassis, hein, donc c'est au cœur du parc des Calanques, en quelque sorte. Donc, effectivement, ça m'arrive très régulièrement d'aller l'archipel de Riou, je dirais, ce sont les belles îles de la marade marseillaise, entre Cassis et Marseille. Il y a eu, sur le plan de la faune, en particulier des poissons, un développement. Alors, c'est lié à la protection. Effectivement, le milieu naturel a une grosse force de résilience. Et quand on lui donne les conditions de repartir, il repart très bien. Ça, c'est une réalité que l'on constate partout dans le monde. Hein. Alors c'est vrai que là, plus il y a de personnes sur un site, on peut avoir des dégradations, sauf s'il y a une éducation, et le rôle de la fédération, c'est bien l'éducation, la sensibilisation. On apprend à nos plongeurs à se stabiliser correctement, c'est-à-dire à avoir une position dans l'eau qui est correcte, à éviter de traîner les palmes, ce qui nous permet d'avancer n'importe comment, de pouvoir attacher nos différents instruments pour éviter qu'ils grattent sur le fond ou sur les parois. Et tout ça, ça fait partie de l'enseignement dont on parlait tout à l'heure, des moniteurs de plongée qui enseignent ce message. On est vraiment dans une posture d'observation de la nature qui nous entoure. On ne touche pas, on observe avec les yeux. C'est ça l'idéal. Et on rentre dans cette pleine conscience dont on parlait tout à l'heure, qui permet de développer le bien-être et ce côté, anti-stress. Vincent Marant, est-ce que dans la fédération, on recommande au club, par exemple, de ne pas laisser tourner le moteur, de réparer la petite file d'huile, voilà. Est-ce qu'on fait prendre conscience concrètement? Voilà, ça fait partie de nos missions aussi. C'est pour tous les usagers de la mer, dire qu'il y a une manière de respecter la mer qui est bien généreuse de nous accueillir. Rien que dans la pratique de la plongée, il y a un moment où on arrête le bateau et d'une manière traditionnelle, on jette l'ancre. Ça s'appelle le mouillage. Il y a l'ancre, la chaîne. Le problème, c'est que cette ancre, quand elle arrive sur le fond, ça fait des dégâts. Et puis ensuite, quand elle remonte, ça peut faire des dégâts aussi. Alors, de plus en plus, nous avons voulu mettre en place des mouillages permanents. C'est-à-dire qu'un travail a été fait par un plongeur professionnel d'installer d'une manière durable et respectueuse du fond un mouillage, c'est-à-dire une chaîne avec alors ce qu'on appelle, on appelle ça un boot. Il n'y a pas beaucoup de cordes dans le monde marin. Voilà. Et ensuite une bouée en surface. Et maintenant, on accroche le bateau et il n'y a plus aucun dégât. Et il faudrait que ce soit généralisé, peut-être non seulement pour la plongée, mais aussi pour la plaisance, pour les gens qui veulent arrêter leur bateau à tel ou tel endroit, ce qu'on appelle un mouillage forain. Et moi, si un auditeur ou une auditrice à la fin de cette émission veut aller plonger, est-ce qu'il est sûr de trouver quelqu'un qui est sensibilisé à la biodiversité en allant dans les clubs qui appartiennent à la fédération? On doit en général, ça fait partie de notre formation. On a des brevets, on parlait tout à l'heure des brevets de moniteur, mais avant d'être moniteur, on passe par d'autres échelons, par d'autres brevets. Eh bien, on est questionné à la fois sur notre pratique physique, mais également sur notre connaissance. C'est comme le permis de conduire, finalement. Donc, il faut savoir se comporter correctement dans l'eau, pour soi, pour le milieu et pour les autres. Et puis, il faut aussi respecter l'environnement. Et tout ça, ça s'enseigne. Et parmi les autres gestes maintenant qui font partie du développement durable, il y a aussi d'éviter de gaspiller l'eau. Puisque en sortant d'une mer salée, eh bien, notre matériel, il faut le rincer. Alors, on essaye de le faire d'une manière parcimonieuse. Et c'est quelque chose qui est apparu petit à petit dans notre manière de pratiquer. On s'est rendu compte de l'importance qu'il y avait. Très bien. On va marquer une pause, Vincent. Vous avez vu, je l'ai bien coupé là. Vincent Marant est avec nous. On parle avec la Fédération française d'études et de sport sous-marin. On se retrouve dans un instant pour le dernier quart d'heure de cette émission et peut-être découvrir des idées de plongée que vont nous donner ces professionnels et ces amoureux de la nature et de la mer. À tout de suite. La Fédération française d'études et de sport sous-marin, une fédération sportive au cœur de la nature et une vitamine bleue pour notre bien-être mental, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Et ils sont tous là venus de Marseille. Frédéric Di Meglio, président de la Fédération française d'études et de sport sous-marin, médecin, chirurgien, auteur et photographe. Il est accompagné de Valérie Félix, trésorière générale adjointe et gestionnaire des commissions nationales à la Fédération. Et Vincent Marant, responsable national du développement durable et l'environnement. On parlait d'environnement et de biodiversité. Le label, il existe ? Il existe un label qui s'appelle le label Ecosub et qui permet aux clubs qui ont
entrepris une démarche respectueuse de l'environnement. On en parlait il y a quelques instants, la découverte du milieu, de quelle manière évoluer sans abîmer, de quelle manière économiser l'eau, respecter, mettre en place des mouillages. Eh bien, les clubs qui s'engagent dans cette démarche vont trouver sur le site internet de la fédération une page dédiée à un label Ecosub. Donc, il faut remplir un petit dossier qui n'est pas hyper exigeant, mais qui montre qu'il y a quand même eu un investissement du club. Ce dossier, ensuite, est validé par un jury et le club se voit remettre ce diplôme d'un bon comportement général du club et des pratiquants qui pourrait être affiché dans le club. D'accord. Frédéric Di Meglio, est-il vrai que chaque euro investi dans le sport génère au moins 13 euros d'économie pour la collectivité? C'est des chiffres que j'ai vus sur votre site. Alors c'est vrai pour la plongée. C'est vrai pour la plongée, pour toutes les activités sportives. Hein. C'est quelque chose qui vient d'être publié il y a moins d'un mois, qui a été remis à la ministre des Sports la semaine dernière. J'étais à Paris lorsque ça s'est fait. C'est important, c'est de montrer tout l'impact social, sociétal et économique de la plongée, qui permet en particulier sur l'aspect santé de réduire pas mal de dépenses de santé. Donc ce bien-être dont on parlait tout à l'heure, qui est très important avec la pratique de la plongée, on le retrouve dans d'autres activités sportives. Bien sûr. Nous on a en plus, je dirais, cette contact de pleine nature, deuxième facteur supplémentaire par rapport au sport. Puis troisièmement, l'impact de l'immersion qui permet effectivement d'avoir cette régulation respiratoire dont j'ai parlé et qui est fondamentale. C'est génial. Et ça, on ne l'envisage pas beaucoup quand on fait la plongée loisir, toute cette dimension presque thérapeutique. On la découvre au fur et à mesure. Alors moi qui suis chirurgien, je me souviens que maintenant j'ai pris ma retraite, puisqu'étant président de fédération, c'est pas compatible avec une activité, je dirais, intensive. Et j'allais plonger pour pouvoir avoir une résilience et pouvoir, je dirais, attaquer ma semaine, je dirais, sans difficulté. Et c'est un vrai pouvoir. Donc beaucoup de patients doivent à la plongée d'avoir une opération réussie. Tout à fait. Donc pour pouvoir réussir votre opération, prenez un chirurgien plongeur. Exactement. Ça c'est un bon mot de la fin. Valérie Félix, on va parler un petit peu de l'apnée en préparant cette émission. Vous me parliez des records. Des records d'apnée. Ah, c'est fou, hein. Impressionnant. On en est où aujourd'hui? Alors, pour les hommes, on est à 130 mètres d'apnée. Alors, il y a différentes sortes d'apnée, hein, monopalme, bipalme, sans palme. Enfin, 130 mètres quand même. Plus de 130 mètres pour les hommes. 100 mètres, 120 mètres pour les femmes. Et là, il n'y a pas de palier de décompression? Il n'y a pas de palier de décompression. Ben non, ils sont en apnée. Ça serait compliqué. Ça serait compliqué à gérer. C'est vrai. Ça serait compliqué. Et il y a l'apnée statique aussi, hein? L'apnée statique, oui. Les hommes atteignent 11 minutes, je crois même, hein, pour les records. Hein. 11 minutes d'apnée, sans respirer. Sous l'eau? Oui. D'accord. Pour rassurer nos auditeurs et auditrices, Frédéric Di Meglio, un tout petit point sur ces questions de compression, décompression. On a une bouteille, donc il y a de l'air comprimé, donc si on va à une certaine profondeur, il faut... Alors voilà, quand on respire de l'air sous pression, donc c'est ce qui est dans la bouteille, quand on respire de l'air sous pression, plus on va descendre en profondeur, plus cet air va se dissoudre dans notre corps. On va utiliser l'oxygène, c'est logique. Il y a de l'azote dans l'air. Cet azote, il ne fait que rentrer dans notre corps, mais il faut qu'il ressorte avec la même quantité de ce qu'il a eu à l'entrée, en quelque sorte. Et le problème, c'est que quand vous allez remonter, il faut pouvoir avoir, je dirais, une certaine vitesse de remontée, une certaine lenteur pour remonter, faire ce qu'on appelle des paliers de décompression, c'est-à-dire des arrêts, c'est en général dans les derniers mètres, qui permettent d'évacuer par le filtre respiratoire cet azote qui est en excès. Alors l'exemple qui est le plus connu, c'est que si vous prenez une bouteille de Perrier, tout le monde sait ce que c'est. Cette bouteille de Perrier, vous la regardez, il n'y a pas de bulles. Vous agitez un peu, il y a plein de bulles. Mais c'est pareil, la plongée. Il y a plein de bulles dans votre corps quand vous remontez dans dans votre système circulatoire. Si vous remontez trop vite, les bulles se forment et c'est dangereux parce que ça va entraîner des lésions. Donc c'est pour ça qu'il faut remonter lentement et parfois s'arrêter. C'est ce que vous faites quand vous ouvrez votre bouteille de Perrier, vous l'ouvrez très doucement, parce que si vous l'ouvrez trop rapidement, ça déborde. Voilà. Et ça c'est vrai pour les personnes qui vont les plonger à combien? 15 mètres? Alors, le phénomène de décompression, il existe au-delà de 15-20 mètres, mais ça va dépendre d'un facteur temps et d'un facteur profondeur. D'accord. Mais si on fait une petite plongée loisir de 6 mètres, 20 minutes, on ne rentre pas dans ces problèmes-là. Ah, très bien, ça c'est bien. Pour un bâtème, on ne rentre pas du tout dans ces problèmes-là. Voilà, c'est ça qu'il faut dire à nos auditeurs. Si vous voulez faire un petit baptême, il n'y aura pas toutes ces questions de compression, décompression qui sont complexes. Mais on a un ordinateur maintenant pour les gérer? Alors, il y a des ordinateurs de plongée qu'utilisent les plongeurs confirmés ou les plongeurs autonomes et qui permettent... ou le moniteur, à ce moment-là, un moniteur qui encadre, bien sûr, et qui permet de gérer. C'est une gestion de la plongée, mais en sachant que c'est une aide à la gestion.
C'est un modèle mathématique, c'est pas le modèle physiologique. D'accord, donc c'est juste une indication. C'est une indication importante, fondamentale, mais... Est-ce qu'on peut voir des dauphins et des tortues et des baleines en France? Ah, il y a Vincent qui veut dire un truc. Je voulais dire un truc aussi. C'est pas vrai, Vincent. Si, je sais que c'est rare, oui. Mais quand j'étais petit, j'allais au fond de la piscine, j'avais mal aux oreilles. Et moi, j'ai cru que j'allais jamais pouvoir faire de la plongée. Donc les gens qui descendent un petit peu la tête sous l'eau en mer et qui ont mal aux oreilles, faut pas croire que la plongée est interdite. Il y a simplement un petit geste très simple, on se pince le nez, on essaye d'envoyer de l'air par derrière et ça passe tout seul pour la très grande majorité d'entre nous. Donc cette histoire de mal aux oreilles, non, c'est pas... Bien sûr, mais même dans les avions, ça. on le fait dans les avions. Moi, je le fais dans les avions. Quand on commence à atterrir, des fois, je me fais... En fait, on met les doigts sur le nez et on souffle. Ouais. Et ça décompresse. Et en plus, en bouteille, on a le temps. Bah oui. Donc on peut prendre le temps de tranquillement faire passer les oreilles. C'est ce qu'on disait en préparant cette émission. La plongée, c'est l'école de la coolitude et de l'observation et du calme et de l'apaisement. C'est ça, comme on dit, du lâcher prise un peu. Et du lâcher prise, oui. Rentrer en harmonie avec ce qui nous entoure. Absolument. Où est-ce qu'on peut voir en France des baleines, des tortues, des dauphins? Alors, les dauphins, vous le trouvez dans ce qu'on appelle l'archipélago. Oui. C'est toute cette partie qui se trouve au large de la Sicile, l'Italie, la France. Tout à fait. Donc, c'est un endroit où, effectivement, vous croisez des rorquals, vous croisez des dauphins, ça c'est classique. Sinon des tortues, on en voit aussi à ce niveau-là des tortues kawan, c'est ce qu'on retrouve. Ah oui. Voilà. Par contre après il y a tout l'outre-mer parce que la France, bien sûr. Deuxième secteur maritime mondial, l'outre-mer là vous avez la Réunion, je dirais les Antilles, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, c'est des sites de plongée extrêmement intéressants. D'accord. Mais on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance. L'automne dernier, la mer était un peu mauvaise, on devait plonger du côté de l'archipel de Riou, c'était pas possible, on est allé derrière les îles du Frioul, donc juste en face de Marseille, et au moment où on s'est mis à l'eau, il y a un dauphin qui est venu nous accompagner toute la plongée, ce qu'on appelle un dauphin ambassadeur, qui pour des raisons X ou Y s'est séparé de son groupe. Imaginez, il y a quelqu'un qui faisait son baptême en mer, et il a cru que toutes les plongées, on voyait des dauphins et c'était normal. Voilà. Donc il y a des grands moments comme ça, et ça, il n'y a que la plongée qui peut nous l'offrir. On sait très bien, en France, que dans les forêts, il y a des cerfs, des sangliers, des chevreuils, des écureuils, des martres, des fouines, mais on les voit pas souvent. Il suffit de mettre la tête sous l'eau et on est environné par des poissons qui sont à 10 ou 20 cm de nous. On peut voir passer, en mer tropicale ou même en France, des thons. Un thon qui fait 1,10 m va passer à côté de nous. On a l'impression de voir passer une fusée. Et puis, c'est un fabuleux espace de découverte. C'est une chasse au trésor permanente. Le nombre d'espèces, le nombre de comportements, les poissons qui font leur nid. Il n'y a pas que les oiseaux qui font leur nid. Les poissons, ils vont faire leur nid juste devant vous, à 20 cm. On les voit transporter les algues dans la bouche, attirer les femelles, faire le kéké. Le mâle va dresser la nageoire dorsale. C'est comme ça qu'on attire une femelle dans un kéké. Voilà, je vous en dirai 2 mots après. Mais c'est fabuleux tout ce qu'on peut voir. Alors que les oiseaux sur Terre, on les entend, on les voit, mais dès qu'on s'approche, ils s'en vont. Les poissons sont à 20 cm de nous. Et il y a une fabuleuse diversité des couleurs nuptiales quand c'est le printemps. C'est le bon moment en ce moment. Il se passe plein de choses sous la mer, tout le temps d'ailleurs. Voilà. Et pas que sous la mer, Frédéric, aussi dans les rivières, dans les lacs. Alors, l'eau douce est aussi un domaine qui est fabuleux. Il y a des gravières, il y a des lacs. Je veux dire qu'en France, il y a des endroits qui sont magnifiques à découvrir. Alors, des grottes, il y en a en milieu marin et en milieu d'eau douce. Je veux dire, toute la zone du Lot, c'est des grottes qui sont en milieu d'eau douce. Et après, il y a des grottes sous-marines. Alors, il y a toute la partie de plongée spéléo, qui est ce qu'on appelle, nous, la plongée souterraine, qui est une des activités culturelles de notre fédération, comme il y a aussi de la plongée archéologique, qui est bien aussi une activité culturelle de notre fédération. Valérie Félix, quel est votre plus beau souvenir de plongée pour terminer cette émission sur une belle image il y en a beaucoup. Par une femme. Il y en a beaucoup, mais une de mes plus belles sur nos côtes, c'est une descente sur le Donator. C'est où le Donator? C'est une épave connue de tous les plongeurs qui se trouve à côté de Porquerolles. D'accord. Et une descente, elle est sur 50 mètres de fond à peu près. Ah oui, quand même. Oui, mais une descente avec une belle mer, un beau ciel, une mer bien bleue et une descente avec une visibilité dès la surface, quasiment on voyait l'épave. Et on était juste 2 à descendre. Et nous attendaient sur le pont au-dessus de l'épave Mérou, Murène,
Congres, tout ce petit monde-là au-dessus de l'épave, c'était magique. C'était magique. C'est une image qui reste gravée. Il y a des moments magiques dans la plongée. Il y en a plein. Frédéric, le mot de la fin est pour vous. Oui, je vais dire 2 mots. C'est que l'année 2025, c'est l'année de la mer. Oui. C'est important. Et puis la grande cause nationale 2025, c'est la santé mentale. Et dans l'émission qu'a fait Sud Radio sur la Fédération française d'études de sport sous-marin, on a parlé de santé mentale avec la vitamine bleue que permet la plongée sous-marine. Et on a parlé de beaucoup d'environnement. On est pile dans ce qu'on appelle l'année 2025, l'année de la mer. On est hyper raccord. Ça a été super. Et le message, c'est que vous avez besoin d'un sponsor, enfin d'un mécène. On a besoin de mécènes, tout à fait, effectivement. Alors il suffit d'écrire à président, @ffeSSM.fr. Et là, vous entendrez avec lui pour pouvoir, effectivement. Pour un accord donnant-donnant. On offre un baptême. Et surtout, vous encouragez toutes celles et ceux qui nous écoutent à s'adresser à un club demain ou dans les jours qui viennent pour aller faire un petit baptême parce que ce sera toujours bénéfique pour eux, pour leur santé, pour la découverte de ce monde qui gagne à être connu. Merci beaucoup. Valérie, vous voulez dire un truc? Juste mettre la tête sous l'eau. Voilà, juste mettre la tête sous l'eau. Mettez la tête sous l'eau, mes amis. Merci pour cette belle émission consacrée à la plongée sous-marine et aux activités subaquatiques avec la FFeSSM, qui veut dire, Valérie? Fédération française d'études et de sport sous-marin. Merci beaucoup. Bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Avec la Fédération française d'études et de sport sous-marin, une fédération sportive au cœur de la nature et une vitamine bleue pour notre bien-être mental.